Donc en introduction de la table ronde, je voulais vous partager quelques expériences de chez Pernod Ricard. Donc vous connaissez probablement la marque iconique créée en 1932 à Marseille, qui est la plus connue du groupe. Mais aujourd'hui, Pernod Ricard, c'est un groupe qui est beaucoup plus grand. On a plus de 240 marques dans le groupe, distribuées dans 74 pays. Et le portefeuille a grandi énormément depuis quelques années. Et évidemment, gérer toute cette complexité ne se fait pas forcément avec plus d'équipes marketing, plus d'équipes commerciales sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé il y a plusieurs années dans une transformation digitale pour pouvoir aider l'ensemble des employés, l'ensemble des personnes qui sont sur le terrain, à gérer cette nouvelle complexité de beaucoup plus de marques à distribuer dans chacun des pays. Et là, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est qu'on a fait quelques erreurs. Et donc je vais commencer, c'est pas habituel sur une keynote, par des erreurs qu'on a pu faire chez Pernod Ricard. Donc je vais commencer par la méthode habituelle pour penser à un projet digital, un projet basé sur la data. C'est qu'on se dit, bon, d'abord je vais récolter de la data, après je vais l'utiliser et j'aurai des bénéfices business. Jusque-là, normalement, c'est assez simple à suivre. Ça, c'est un très bon ordre, et donc c'est dans ce contexte-là qu'on s'est dit, eh bien, quand on va vouloir impacter nos consommateurs avec plus de marques, les mêmes équipes marketing, pour faire du digital marketing, par exemple, on va utiliser cette logique-là. Donc, pour le digital marketing et le direct to consumer, on s'est dit, ben, on va commencer par de la data. Donc, allons récolter 20 millions de consommateurs en base de données, ça devra donner une bonne base. On pourra l'utiliser pour faire du marketing direct et puis des ventes directes aux consommateurs. C'était assez à la mode il y a quelques années de faire du D2C, direct to consumer. Et grâce à ça, on pourra faire du CRM avec un très bon retour sur investissement, parce qu'on envoie des mails, c'est gratuit. On pourra faire plus de marge parce qu'on vend directement aux consommateurs. Donc on va éviter tous les gens qui ont entre les deux qui prennent de la marge. Le problème, c'est que ce n'était pas un très bon business case. Pourquoi? Parce que ce n'est pas gratuit d'envoyer des emails, il faut créer du contenu, etc. Et puis quand on regarde des uplifts de vente sur Malibu par exemple, obtenir un consommateur, c'est à peu près 5 €. Le maintenir en base de données pendant l'année, c'est encore 5 €. Et un uplift de vente de 1% sur les ventes de Malibu, c'est pas énorme parce que la marge qu'on fait sur une bouteille de Malibu qui va être achetée 2 fois par an, c'est moins de 5 €. Donc, pas de business case sur un très bon ROI. Alors, on l'avait quand même sur des produits très haut de gamme. Et puis, la marge sur le D2C, c'est pas là non plus, parce que Pernod Ricard envoyait des produits aux consommateurs dans un beau carton. On fait moins bien que les retailers en termes d'efficacité. Donc, pas une très bonne idée non plus. Donc là, un échec numéro 1. On a commencé par la data avec plein d'espoir. Et donc, les 20 millions de consommateurs, on n'a pas fait énormément de choses. Deuxième exemple, on fait beaucoup de marketing chez Pernod Ricard. On dépense 1,5 million d'euros en marketing. Vous voyez une très belle pub pour Absolut. Et là, on s'est dit, bon, on va prendre nos dépenses marketing mois par mois, les ventes mois par mois. On va faire de la corrélation entre les deux, donc du marketing mix modeling. Et on va avoir une meilleure optimisation de nos dépenses marketing, donc plus de ventes. Là, le problème, c'est que faire du marketing mix modeling avec des données mensuelles, on a cherché dans tous les sens, c'est juste pas possible. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à résoudre le point, donc ça c'est un premier succès. C'est qu'en passant sur du marketing, des dépenses marketing à la semaine et des ventes à la semaine, là on a réussi à ce que des moteurs d'intelligence artificielle arrivent à faire les bonnes corrélations. Donc on a aujourd'hui internalisé un moteur de marketing mix modeling qu'on a déjà déployé sur 13 pays aujourd'hui et qu'on continue à déployer. Et on a en effet un très bon impact sur nos ventes. Donc, un premier échec qui s'est transformé en succès. Donc, comment éviter, si possible, avant d'avoir engagé pas mal de dépenses, ces échecs sur l'utilisation de la data en entreprise? Donc, si je reprends mon flux habituel, c'est un flux d'utilisation des données. Donc, le jour où je suis en run, que les choses vont bien, c'est exactement dans cet ordre-là que les choses vont se passer. Ma data va permettre l'utilisation et le bénéfice business. Maintenant, quand je design et que je décide qu'est-ce que je vais faire, en fait, il faut commencer dans l'ordre contraire. D'abord, partir, quel est le business bénéfice attendu.
Et comment est-ce que je vais y arriver? Donc, mon exemple précédent, je vais avoir plus de ventes grâce à mon marketing. Comment est-ce que je vais le faire? Du marketing mix modeling. Et ça m'aide à faire mon business case parce que je sais à peu près combien ça va me coûter, combien ça va me rapporter. Je peux utiliser des benchmarks. Et là, j'ai mon business case et je décide si c'est un bon business case pour moi parce que je suis chez Pernod Ricard, je vends des bouteilles, etc. Ou est-ce que c'est un mauvais business case parce qu'en fait, je ne dépense pas beaucoup en marketing et il y aura peu d'intérêt par rapport au coût que ça représente. Et ensuite, il faut regarder la partie de faisabilité. Donc, est-ce que je vais avoir une donnée suffisamment granulaire, au bon niveau, avec toutes les informations qui sont nécessaires pour pouvoir avoir l'utilisation? Et c'est la combinaison des deux éléments, mon business case qui va me donner mon retour sur investissement, la faisabilité qui va me dire où est-ce que je peux le faire, quand est-ce que je peux le faire, etc., qui va me permettre de prendre des bonnes décisions. Et c'est ce qu'on a fait il y a 4 ans chez Pernod Ricard, c'est-à-dire qu'on a revu en fait tous les business cases possibles pour une société de grande consommation. Au début, on est parti d'une centaine d'idées, on a réduit à une vingtaine, et on a fait un business case sur chacun des 20. Et c'est là où on a regardé en détail qu'est-ce que ça me rapportait et où est-ce que ce serait faisable. Et c'est comme ça qu'on a décidé de se prioriser sur 4 programmes. Donc, le premier que je vous ai présenté un peu avant, sur lequel on avait eu un échec, c'est l'optimisation du mix marketing. Le deuxième succès, c'est sur la partie des promotions. On fait beaucoup de promotions en magasin. C'est bientôt Noël. Je vous invite à découvrir Chivas Ultis, par exemple, en magasin. Et souvent, il y a des promotions à Noël. Mais ce n'est pas forcément le meilleur moment, des fois, pour faire des promotions. Par exemple, sur le champagne, quand on a une belle marque comme Moum, en fait, Noël, les gens qui aiment Moum, ils vont l'acheter quasiment de toute façon, parce qu'ils aiment bien le beau cordon rouge, ils aiment bien le goût, etc. Par contre, faire une promotion l'été, ça peut être une bonne idée sur cette marque. Et donc, pour optimiser ces promotions, on a lancé un outil qu'on a aussi développé et raffiné en interne, qui s'appelle Vista RevUp, qui nous optimise les promotions et le pricing, qui prend des données, là aussi hebdomadaires, de promotion, les données de vente liées dans un certain nombre de magasins. On utilise ça pour optimiser les calendriers, la profondeur des promotions, et on peut mesurer les bénéfices business qu'on a eu et qu'on attendait, parce qu'on a designé les choses de cette façon-là, et là on peut regarder en réalité par rapport au business case. Et un deuxième ou troisième succès qu'on a eu, donc John, qui est un de nos commerciaux, qui est au UK de mémoire, en fait tous les lundis matins, avant, il avait prévu, il avait une recommandation des points de vente à aller visiter, qui était basé simplement sur un historique, qui allait depuis combien de temps je n'ai pas visité tel ou tel bar, mais un bar où les choses sont parfaites, il n'y a pas forcément besoin d'aller le revisiter. Par contre, il y en a d'autres qui ont besoin de visites plus fréquentes. Et maintenant, en fait, tous les lundis matins, il va avoir une liste des outlets à aller visiter. Ça peut être des supermarchés, des points de proximité, des bars, etc. Et tout son travail est optimisé, il va là où il a le plus d'impact. Et après, dans chacun des points de vente, on va lui expliquer, on va lui donner une recommandation de ce qu'il peut faire grâce à un outil qu'on a appelé D-Star, qui prend beaucoup de données autour de tous les points de vente, donc non seulement les données de vente, mais aussi les promotions qui sont en cours, les données sociodémographiques des gens qui vivent autour, la proximité par rapport, par exemple, à une plage, un parc, etc. Ce qui nous permet de faire des clusters de magasins, et ce qui nous permet aussi de détecter le potentiel dans chacun de ces clusters pour chacune des marques, et ce qui nous donne au final les bénéfices business attendus, des gains de temps et des gains de part de marché qui sont assez impressionnants après seulement quelques mois d'utilisation. Et encore une fois, comment on a fait? On a commencé par le bénéfice business. Qu'est-ce qu'on voulait optimiser? Comment le faire? Donc cette logique de clustering de magasins, d'identification des potentiels, et ensuite de quelles données on a besoin pour réaliser ces use cases. Et c'est comme ça qu'on détermine dans quel pays, par exemple, on peut aller. Est-ce qu'on a la data nécessaire, par exemple, des ventes détaillées par point de vente ou pas? Et donc c'est comme ça qu'on décide dans quel pays on va aller déployer les solutions. Et c'est comme ça qu'on a des gens qui sont contents. Nos employés sont contents parce qu'ils gagnent du temps, ils sont plus efficaces, ils ont plus d'impact. Les propriétaires des points de vente ont des recommandations qui sont personnalisées. Donc à chaque fois qu'on leur recommande une nouvelle référence, ils savent qu'elle va tourner.
Il ne va pas être en train d'accumuler de la poussière sur l'étagère. Et puis les consommateurs, peut-être vous qui aimez Jameson, ce smooth whisky d'Irlande, vous êtes sûr que vous allez le trouver dans votre bar favori quand vous allez sortir ce soir avec vos amis. Et c'est comme ça qu'on a des bénéfices aussi en termes business. Voilà pour l'introduction.